Zola exprime également sa déception à l'égard des tableaux de Théodore Rousseau. Je cite « Hélas, l'histoire est la même pour monsieur Théodore Rousseau, peut-être même est-elle plus triste encore. » Et Zola renvoie d'emblée le lecteur à un ancien tableau du peintre. Je cite « En sortant du salon, j'ai voulu retourner voir le paysage que l'artiste a au musée du Luxembourg. Vous rappelez-vous cet arbre puissamment tordu, se détachant en noir sur le rouge sombre d'un coucher de soleil? Il y a des vaches dans l'herbe. L'œuvre est profonde et tourmentée. Ce n'est peut-être pas là une nature bien vraie, mais ce sont des arbres, des vaches et des cieux interprétés par un esprit vigoureux qui nous a communiqué en un langage étrange les sensations poignantes que la campagne faisait naître en lui. » Dans ce tableau, Zola apprécie la vigueur du contraste des troncs noirs et du ciel rose, mais aussi la force expressive de ces troncs qui rappellent ceux du paysage hollandais Ruisdael. Théodore Rousseau est l'un des fondateurs de l'école de Barbizon et même s'il a un peu organisé cette composition à la manière d'une scène de théâtre, il est l'un des premiers à représenter la nature pour elle-même avec fidélité. En revanche, Zola n'apprécie pas les deux paysages que Rousseau a envoyés au salon de 1866, ce coucher de soleil dans la forêt de Fontainebleau et un second paysage qui est certainement celui-ci. Zola tout d'abord n'accepte pas que Théodore Rousseau, qui a été rejeté par le jury du salon pendant des années, soit devenu à 54 ans un membre sévère de ce jury. Ensuite, il lui reproche d'avoir renoncé à sa première manière et de peindre désormais dans un style qu'il juge méticuleux et plat. Je cite « Et je me suis demandé comment M. Théodore Rousseau pouvait en être arrivé au travail de patience dans lequel il se complète aujourd'hui. Voyez ces paysages au salon. Les feuilles et les cailloux sont comptés, les tableaux paraissent peints avec de petits bâtons qui auraient collé la couleur goutte à goutte sur la toile. L'interprétation n'a plus aucune largeur, tout devient forcément petit. Le tempérament disparaît devant cette lente minutie. L'œil du peintre ne saisit pas l'horizon dans sa largeur, et la main ne peut rendre l'impression reçue et traduite par le tempérament. C'est pourquoi je ne sens rien de vivant dans cette peinture. Lorsque je demande à M. Théodore Rousseau de saisir en sa main, comme il l'a fait jadis, un morceau de la campagne, il s'amuse à émietter la campagne et à me la présenter en poussière. Tout son passé lui crie « Faites large, faites puissant, faites vivant ». Nous voyons que Zola interprète les petites touches de ce paysage comme une marque de déclin et de vieillissement de l'artiste. En réalité, Théodore Rousseau s'intéresse aux estampes japonaises et il s'inspire des touffes d'herbes précises et des feuillages délicats du dessinateur Hokusai. Et ces petits bâtons, c'est son travail d'émiettement de la nature, comme dit Zola, préparent en réalité la fragmentation de la couleur et la séparation des touches que développera Monet, qui est son disciple. Donc, en 1866, le talent de Théodore Rousseau ne décline pas, bien au contraire, puisque ces tableaux préparent une nouvelle révolution picturale qui sera celle de l'impressionnisme. Après Millet et Rousseau, Zola attaque Corot et il l'invite à chasser définitivement les nymphes et autres créatures idéales qui ornent ces paysages. Je cite « Si M. Corot consentait à tuer une fois pour toutes les nymphes dont il peuple ces bois et à les remplacer par des paysannes, je l'aimerais outre mesure. Je sais qu'à ces feuillages légers, à cette aurore humide et souriante, il faut des créatures diaphanes, des rêves habillés de vapeur. Aussi suis-je tenté parfois de demander au maître une nature plus humaine, plus vigoureuse. » Zola reproche à Corot d'être resté attaché à la doctrine classique selon laquelle un paysage ne doit être que le décor d'une action humaine. Et dans la fête de Bacchus,
Corot a effectivement placé des figures antiques qui dansent ou qui bavardent tandis que le soir approche. Mais Zola se souvient surtout de la danse des nymphes dont le musée d'Orsay possède 2 versions. Il semble plaquer cette danse sur les tableaux de Corot. Zola reproche également à Corot de ne plus peindre en plein air sur le motif. Je cite, « Cette année, il a exposé des études peintes sans doute dans l'atelier. » Et en effet, le second tableau exposé par Corot, La solitude, a une composition un peu trop symétrique pour représenter un site exact. Mais Zola ne l'a pas bien regardé, car la figure féminine n'est pas une nymphe, c'est précisément une paysanne qui a posé sa lyre dans l'herbe et qui rêve devant le lac. Zola regrette de nouveau la période réaliste du peintre, au cours de laquelle il lui semblait que ses tableaux étaient plus vigoureux. Je cite, « Je préfère 1000 fois une pochade, une esquisse faite par lui en plein champ, face à face avec la réalité puissante. » En fait, Zola n'apprécie pas que Corot ne peigne plus des vues, mais des souvenirs. Ce sont souvent les titres de ses tableaux. En effet, sous le Second Empire, Corot a rencontré le succès en peignant des paysages moins réalistes que poétiques qui sont chargés de délicatesse et de sentiments. Ici, les troncs et les branches accomplissent une discrète chorégraphie autour de la jeune fille rêveuse et les feuillages légers miroitent dans la brise comme pour suggérer les mouvements de sa rêverie. Enfin, Zola reproche à Daubigny, autre paysagiste, d'avoir envoyé au salon sa peinture la plus commerciale. Je cite, « Demandez à M. Daubigny quels sont les tableaux qu'il vend le mieux. Il vous répondra que ce sont justement ceux qu'il estime le moins. On veut de la vérité adoucie, de la nature propre et lavée avec soin, des horizons fuyants et rêveurs. Mais que le maître peigne avec vigueur la terre forte, le ciel profond, les arbres et les îlots puissants, et le public trouve cela bien laid, bien grossier. » Cette année, M. Daubigny a contenté la foule sans trop se mentir à lui-même. Je crois savoir d'ailleurs que ce sont là d'anciennes toiles. Comme Millet, Rousseau et Corot, Charles-François Daubigny a été l'un des membres de l'école de Barbizon. Puis en 1857, il s'est acheté un bateau qu'il a aménagé en atelier de peinture. Et depuis ce bateau, il a peint de nombreux tableaux représentant les bords de l'Oise qui ont remporté un immense succès. Au salon de 1866, il a exposé 2 toiles, Cet effet du matin sur l'Oise, et une seconde toile qui était intitulée alors Les bords de l'Oise près de Bonneville, et qui est peut-être celle-ci, car les titres changent. Zola trouve les toiles de Daubigny trop faciles et trop jolies, sans se rendre compte que Daubigny innove. Nous voyons qu'ici, il peint le ciel à l'aide de touches de couleurs juxtaposées, non fondues les unes dans les autres, qui annoncent l'impressionnisme. Finalement, le seul paysagiste qui trouve grâce aux yeux de Zola est le jeune Pissarro. Camille Pissarro a 36 ans et est originaire des actuelles îles Vierges. Il a beaucoup de mal à survivre à Paris et Zola tente de l'aider en faisant l'éloge du paysage très déconcertant, voire déplaisant, qu'il expose au salon de 1866. Je cite, « Monsieur Pissarro est un inconnu dont personne ne parlera sans doute. Je me fais un devoir de lui serrer vigoureusement la main avant de partir. Merci, monsieur. Votre paysage m'a reposé une bonne demi-heure lors de mon voyage dans le grand désert du salon. Je sais que vous avez été admis à grand-peine et je vous en fais mon sincère compliment. D'ailleurs, vous devez savoir que vous ne plaisez à personne et qu'on trouve votre tableau trop nu, trop noir. Aussi,
Pourquoi diable avez-vous l'insigne maladresse de peindre solidement et d'étudier franchement la nature? Voyez donc, vous choisissez un temps d'hiver, vous avez là un simple bout d'avenue, puis un coteau au fond, des champs vides jusqu'à l'horizon. Pas le moindre régal pour les yeux. Une peinture austère et grave, un souci extrême de la vérité et de la justesse, une volonté âpre et forte. Vous êtes un grand maladroit, monsieur. Vous êtes un artiste que j'aime. Ironiquement, Zola félicite Pissarro de ne pas faire la moindre concession au goût du public, de ne rien peindre qui puisse plaire. En effet, Pissarro a reçu l'enseignement de Corot, mais en 1866, il se détourne brutalement de lui et il renonce au pittoresque, à la grâce et à la délicatesse que Corot lui a enseigné pour peindre un paysage sévère, puissant et dépouillé. Sa composition n'est pas chorégraphique, mais simplement géométrique. Sa touche n'est pas lumineuse et aérienne, mais sombre, épaisse, compacte, et alors que Corot peignait les feuilles à la brosse sèche, Pissarro peint ses champs au couteau. Zola le félicite donc d'oser contrer le goût dominant pour imposer son style. En définitive, ce que Zola recherche dans la peinture, c'est un réalisme simple et vigoureux. Il demande au peintre d'imiter la nature avec fidélité, mais en lui conférant une structure claire, des contrastes forts, en rendant palpable sa matérialité et en lui faisant porter un message simple. L'idéal qu'a Zola du paysage ressemble finalement beaucoup aux toiles que n'a pas pu exposer son ami dont il ne parle pas, Cézanne.